Donc le PERCO. Le PERCO, c'est un plan d'épargne collectif, hein, mais ce dispositif d'épargne est facultatif. Vous allez ou vous n'allez pas, c'est libre de votre choix. Mais vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure de mes explications, eh bien, il est proche d'un fonctionnement d'un PEG. Et on peut avoir des comportements totalement différents. L'épargne débloquée, c'est l'échéance de départ à la retraite, sauf cas de déblocage le plus connu, qui est la résidence principale, l'acquisition de la résidence principale. Sortie possible en rente viagère ou en capital ou un panachage des deux. En parenthèse, je veux aussi à un moment donné aborder la loi Pacte, qui a été votée au mois d'avril, et les derniers arrêtés sont sortis la semaine dernière. Donc, ce nouveau plan d'épargne retraite qu'il va y avoir dans les mois, années à venir. Donc, je ferai aussi un point et un zoom là-dessus. Donc, les versements volontaires, c'est limité à 25% du salaire brut annuel. PEG, PERCO, tout confondu. Pas plus de 25% du salaire brut annuel. Si vous versez au-delà, vous risquez d'avoir un coup de fil de Natixis ou d'avoir un redressement de URSSAF et des impôts. C'est abondé au maximum à 1 350 €. L'intéressement, lui, est abondé à 100%. Possibilité de transférer des PEG, des avoirs disponibles qui sont transférés dans le PERCO, elles sont rebloquées, donc c'est considéré comme un versement volontaire, et donc vous avez l'abondement qui est associé. Vous pouvez aussi transférer les avoirs bloqués. Simplement, comme c'est bloqué et vous allez sur quelque chose de bloqué, ce n'est pas considéré comme un versement volontaire, donc vous n'avez pas l'abondement qui est associé. C'est uniquement les avoirs disponibles. Possibilité de transférer du CET exonération fiscale d'un limite de 70 heures, c'est la fenêtre de tir que vous aurez au mois d'octobre. Possibilité de transférer de 70 heures du CET vers le PERCO, considéré comme un versement volontaire, donc c'est abondé. Et vous pouvez aussi transférer sur l'article 83, mais attention, ce n'est pas déductible du brut imposable, parce que c'est à compter de la 71e heure. CET-PEG, on a un projet de vie à court terme. PERCO-RSR, on est plutôt sur du long terme. Donc je peux transférer du CET vers le PEG, jusqu'à 1 mois de salaire brut, mais attention, vous passez par la case de la monétisation, donc vous passez par la case des impôts. CET vers le PERCO, RSR, c'est les fameux 70 heures. Possibilité de transférer du PEG vers le PERCO. Les avoirs disponibles sont rebloqués. Vous avez l'abondement qui est associé. Ce qui est bloqué, transféré en étant bloqué, il n'y a pas d'abondement qui est associé. D'accord? Et CET vers PERCO, on passe par la case impôt aussi? CET, c'est la monétisation. Alors vous avez les deux. Soit c'est les 70 heures et vous ne passez pas par la case des impôts, soit vous passez par la monétisation et donc c'est imposable. Donc vous avez différents caps, horizons. Le cap défensif, c'est le plus proche de nous, donc qui est essentiellement investi en monétaire. Le cap long terme, c'est le plus loin, donc il est investi essentiellement en actions, en gros à 80% d'actions. Et entre les deux, vous avez simplement une inversion au risque entre les actions, les obligations et monétaires. Là, on est à 80% d'actions, là, on sera plutôt à 60, à 40, à 20, à 10. D'accord? Plus le cap est proche de vous, dans les années, plus vous êtes plus ou moins sécurisé. Plus c'est s'éloigne, vous aurez de plus en plus de risques. Puis il y a un fonds socialement responsable, d'investissement socialement responsable. C'est une obligation de la loi de mettre un fonds ISR dans le mécanisme de PERCO. Comment ça fonctionne? Le CAP 2018, l'année dernière, est arrivé à maturité. Mais ce n'est pas parce qu'il est arrivé à maturité qu'il devient débloquable. C'est bien l'acte du départ à la retraite ou l'acquisition de la résidence principale qui fait le déblocage. Donc, qu'est-ce qui a été décidé? Le Conseil de surveillance a voté le transfert sur le cap défensif et en parallèle, on a créé un nouveau cap 2038. En 2022, le cap 2022 va arriver à maturité. Décision du Conseil basculera en cap défensif et on créera en parallèle le cap 2042 et ainsi de suite. D'accord? À l'époque, en 2009, donc, quand on a créé le PERCO pour les anciens, ben, le fait d'ouvrir le PERCO, vous aviez eu droit à une prime de 350 €. 80% des salariés de RTE ont pris la prime de 350 €. 20% ne l'ont pas pris, ça fait une économie, un cadeau de plus de 500 000 € à l'entreprise. Pas neutre. Puis on vous a dit, c'est quoi votre date prévisionnelle de départ en retraite? Si je prends mon exemple, 2024. Donc on me dit, ben, vous choisissez le cap qui est associé, 2022 ou 2026. Et puis on en restait là.
Sauf que là, on ne vous a pas tout dit. Si vous vous souvenez, en 2009, on était au lendemain de la crise de 2008. Les marchés avaient fortement chuté. Le CAC, si vous vous souvenez, est à 2400 points. Aujourd'hui, on a en gros à 5600. J'allais investir pour 15 ans. 2009, 2024. Et moi, dans le Peugeot, on m'a toujours expliqué que lorsqu'on investit sur du long terme, il fallait plutôt aller sur des choses dynamiques que sécurisées. Et vous allez voir, quand on verra les rendements, et notamment du PEG, si c'est vrai ou pas. Eh bien, j'ai fait, moi, le choix d'aller sur le CAC long terme. C'est mon choix. Soit je faisais la gestion pilotée, ce qui est recommandé, et je prenais le cap 2022 ou 2026, soit c'est moi qui décide du risque que je veux mettre dans mon épargne. J'investissais pour 15 ans, n'oubliez pas. Et j'avais mis comme date de départ 2038. C'est mon choix, je mets une indication. Eh bien, si je n'avais pas changé ma date de départ 2038, le fait que le cap 2038 se créait, eh bien, automatiquement, je basculais dans le cap 2038 et je ne bougeais plus. Je rentre en gestion pilotée. Si je ne voulais plus rentrer en gestion pilotée, il fallait que je rebascule en cap long terme, ou j'enlevais la date de départ en retraite, ou je mettais une autre date de départ en retraite. Vous voyez, c'est bien vous qui avez la main de à quel moment je bascule en gestion pilotée, ou alors je décide du risque que je veux y mettre. Donc ce que je retiens ici, c'est que les sommes s'investissent jusqu'au départ en retraite, sauf qu'il y a des blocages. Les frais sont pris en charge par l'entreprise, et l'horizon de placement ne crée pas le déblocage. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé à maturité que je pourrais récupérer l'argent. D'accord? La gestion pilotée, c'est quoi? Je suis en 2016, là, dans cet exemple. Ma date de départ en retraite, 2046. Eh bien, en 2016, j'investis sur le cap long terme. 80% des moins de 35 ans investis sur le cap défensif. Donc, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais pourquoi vous investissez dans le cap défensif alors que vous investissez pour 30 ans? Eh bien, la réponse qui était donnée, était, pour te dire plus ou moins la route, était de dire, oui, mais comme mon argent est bloqué pendant 30 ans, eh bien, je préfère le sécuriser. Sauf que, quand on investit pour 30 ans, on va sur des choses dynamiques. Donc, 2016, j'investis sur le cap long terme. Date de départ en retraite, 2046, prévisionnel. Chaque année, j'investis. Arrivé l'année 2026, le cap 2046 va se créer. Eh bien, comme j'avais mis ma date de départ en retraite 2046, eh bien, je bascule dans le cap 2046 et je ne change plus. Et au fur et à mesure que je me rapproche de la date de départ en retraite, eh bien, mes avoirs vont se désensibiliser naturellement pour finir en monétaire. Et là, je n'ai rien à faire, c'est le gérant du cap qui se charge de la désensibilisation. C'est lui qui va piloter le fonds pour qu'au final, au moment de départ en retraite, ben, vous êtes sécurisé, vous êtes en monétaire. C'est ça la gestion pilotée. C'est pour vous accompagner dans le pilotage de votre argent durant le restant de votre carrière. J'aurais pu très bien dire, ben non, moi en 2026, je veux rester sur le cap long terme. Comme j'aurais pu très bien dire, comme les 80% des moins de 35 ans, non, non, moi je n'ai aucune confiance, je reste en défensif. Vous voyez? Je suis toujours libre de mon choix, simplement on a mis en place un outil qui vous permet de vous accompagner et c'est le gérant qui, lui, va sécuriser vos avoirs au moment du départ en retraite. Vous n'avez rien à vous soucier. Mais, libre est votre choix. Autre exemple, je sais que l'acquisition d'un résidence spéciale est un cas des blocages, mais je veux aussi préparer ma retraite. Donc j'ai prévu en 2026 d'accéder à la résidence principale. Donc je vais ouvrir 2 caps. Donc là, je vous démontre qu'on n'est pas contraint à un seul cap, vous pouvez ouvrir un ou plusieurs caps. Chaque année, je vais alimenter. Arrivant en 2026, j'accède à la résidence principale. Je débloque le cap 2026. Mais s'il me manque de l'argent, rien ne m'interdit de débloquer le cap long terme. C'est bien l'acte de la résidence principale qui fait le déblocage, et non pas le support que j'ai choisi. D'accord? J'accède à la résidence principale plutôt en 2024. Ben, c'est pas grave. 2024, je débloquerai le cap 2026, et s'il me manque d'argent, je débloquerai le cap long terme. Et si d'aventure, j'accède à la résidence principale plutôt en 2028, ben, c'est pas grave.
Lui, entre-temps, aura basculé dans le cap défensif. Je débloquerai le cap défensif. Et s'il me manque de l'argent, je débloquerai le cap long terme. Et si d'aventure, en 2026, j'achète pas la résidence principale parce que j'ai hérité d'un appartement, ben, c'est pas grave. Le cap 2026, je le transfère sur le cap long terme et ça me servira pour la retraite. Vous voyez? C'est simplement une aide à une gestion de votre projet de vie, à plus ou moins court terme. Vous allez me dire, mais tu aurais pu très bien tout mettre sur le cap long terme. Et le jour où j'achète la résidence principale, je bouclerai le cap long terme. Sauf que là, j'aurais mis un maximum de risque dans un délai court. Il suffit que 6 mois avant, il y avait un krach boursier, eh ben, je ne peux pas les avoir. Je suis à 80% d'actions. Vous voyez? Tandis que là, j'ai lissé le risque en fonction de mes projets de vie. Donc, je peux ouvrir plusieurs caps en fonction de mes projets de vie. Et au fur et à mesure que ce projet, soit il se dessine, soit il ne se dessine pas, eh bien, je transfère et je remets du risque, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, je suis un peu comme un PEG. Je peux choisir donc le support en fonction de la version au risque que je veux y mettre. Je peux investir sur plusieurs fonds et horizons. 40 € minimum pour le versement de l'intéressement, 20 € pour les versements volontaires. La valeur liquidative depuis le 1er février 2019 est quotidienne. C'est-à-dire quoi quotidien? C'est-à-dire que je fais un arbitrage aujourd'hui. C'est pris à valeur liquidative de demain 17 h. Et 2 jours après, vous avez le mouvement. Donc on est quand même à 3 jours. On ne fait pas de la spéculation. Ce n'est pas le but, on est dans l'épargne salariale. Mais je peux choisir à tout moment d'arbitrer. Les arbitrages sont gratuits, c'est open bar. J'avais pas bien compris, moi je pensais partir sur 30 ans sur du défensif alors que je vais aller sur du long terme. Je suis à 3 ans de la retraite, je pensais qu'il fallait rester sur un cap, donc je vais prendre du risque. Mais je peux aussi sécuriser tout de suite. Je peux faire autant de fois d'arbitrage, c'est gratuit. Les seuls frais... En nombre, les arbitrages? Autant que tu veux, c'est pas limité en nombre. Le seul frais d'entrée sont sur le fonds ISR qui est de 1%. Pour les autres, c'est gratuit. C'est 0%. Vous voyez, vous pouvez piloter votre épargne, même retraite, en fonction des marchés économiques ou de la situation de votre projet de vie. Ça veut dire qu'on peut transvaser comme on veut, quoi. Dans le PERCO. Vous pouvez transférer du PEG vers le PERCO, mais après, vous ne pouvez plus revenir du PERCO vers le PEG. D'accord? Vous rentrez, mais vous ne pouvez plus sortir au bout d'un cas de déblocage. Mais dedans, dans les deux poches, vous pouvez arbitrer autant de fois que vous voulez, c'est gratuit. Les arbitrages dans le PEG sont aussi... Oui. Vous allez voir. D'accord? Au moment du départ à la retraite, je peux soit traduire mon épargne sous forme de rente, sous forme de capital, ou un mix des deux. Mais je peux aussi conserver toute ou partie de mes avoirs. Et oui, on dit qu'au moment du départ à la retraite, le PERCO est débloquable. Mais ça, c'est une faute de français. Les avoirs sont disponibles. Et ils resteront toujours disponibles. C'est-à-dire qu'au moment du départ à la retraite, je serai à la retraite, je peux continuer à verser, à prendre de l'argent, à verser, à prendre de l'argent. C'est disponible à tout moment. Ça devient un livret sur les marchands. Il n'y a plus d'abondement. Mais par contre, je ne suis plus en activité, donc je n'ai plus l'abonnement qui est associé. Pour un départ en retraite, vous savez que l'intéressement est versé au mois de mai. Ben, il vaut mieux partir au plus tôt le 1er juin, parce que si vous n'êtes plus en activité, vous perdez l'abonnement. Vous voyez? Donc, vous voyez, maintien d'agréabilité des frais de gestion, tenu compte, donc tout est pris en charge encore par l'employeur. Des avantages fiscaux, par contre, voilà, je n'ai plus d'abonnement qui est associé parce que je suis à la retraite, je ne suis plus en activité. Si je quitte l'entreprise, eh bien le PERCO n'est pas un cas de déblocage. Je dois transférer mon PERCO vers le nouvel employeur et je continuerai à l'alimenter. Un décret est sorti là il y a 10 jours de ça maintenant. Pour ceux qui quitteraient l'entreprise et donc ils ne peuvent pas transférer le PERCO parce qu'il n'y a pas de PERCO dans le nouvel employeur, eh bien les frais de tenue de compte et de garde, droit de garde, sont capés à 20 € au-dessus de 400 € d'épargne.
C'est sorti il y a quelques jours. Donc on sait qu'on n'aura pas plus de 20 € de frais de tenue de compte sur l'épargne salariale du PERCO. Annuel ou Annuel. annuel? Annuel, oui, tout à fait. Donc il vous faudra en gros une vingtaine d'années de frais pour manger les 400 €. Je peux sortir donc en capital, mais comme le PEG, les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux, qui sont aujourd'hui de 17,2% depuis 2018. Je peux sortir en rente, et là, la rente est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction de son montant selon l'âge du bénéficiaire au moment de la liquidation. C'est-à-dire en clair, si je sors en rente avant 50 ans, ma rente est imposable à 70%. Si j'ai 1000 € de rente, je déclare 700 € aux impôts. Si mon taux marginal d'imposition est de 20%, ben je paierai 140 € d'impôts. Entre 50 et 59 ans, c'est 50, 60-69, c'est 40, et au-delà, c'est 30%. Si je sors en retraite à 59 ans, ma rente est imposable à 50%. Arrivé à l'âge de 60 ans, eh bien, je reste à 50%. L'âge me fait la fiscalité jusqu'à la fin. Même si tu ne le débloques pas toi, au moment de tes 59 ans, tu dis j'attends un an. Mais en Eh bien, fait, tu ça- basculeras dans cette tranche-là, et donc ça sera 40% jusqu'à la fin. C'est pour ça que si vous sortez en rente, assurez-vous d'être dans la bonne tranche d'âge. D'accord ? Eh oui, vous pouvez attendre à n'importe quel moment, durant votre retraite, le déblocage. Ce n'est pas la date de départ en retraite, ça va être la date du déblocage en rente. Les rentes à définir, on verra quand on verra l'article 83. Il y a différents types de rentes que j'aborderai. D'accord ? Et si tu sors en capital, si tu sors en capital, tu déclares seulement 17,2% pour capital. Sur les plus-values, Sur, Ah, sur les plus-values. sur les plus-values uniquement, D'accord. et net d'impôt. c'est CSG, CRDS, c'est ça en fait? Oui. Donc c'est pas plus intéressant de le sortir en capital que de... Eh bien, ça dépendra du projet de vie de chacun. Ouais, mais tu peux le replacer sur un autre placement qui te permet plus de souplesse. Ça dépend le projet de vie de chacun. Ce n'est pas plus ou moins. Moi, j'ai des exemples de collègues qui sortiront en rente avec une rente réversible pour le conjoint parce que le conjoint n'avait pas travaillé. Donc, eux ne sortiront pas en capital, ils sortiront en rente. D'autres vont dire, bah oui, il vaut mieux sortir en capital parce qu'en plus, c'est net d'impôt, on met la CSG, CRDS et les plus-values, et je me fais ma propre rente. Tous les mois, je sors 500 €, et voilà. D'accord ? Simplement que... quel âge ça devient rentable? Et voilà, c'est ça. Ouais. Dans le PERCO, quand vous faites, vous allez sur egepargne.com, vous avez un simulateur, et vous apercevez que suivant la rente, il vous faudra entre 28 ans et 34 ans pour manger tout le capital. C'est un peu long. L'article 83, le RSR, G2R la mondiale, il compte en moyenne 23 ans. Donc voilà la tranche. Si vous vivez au-delà par rapport à une rente, c'est plus intéressant à la rente. Si j'ai un conjoint, parce qu'à la retraite, je me suis remarié avec une plus jeune, parce que j'ai mis en balance la rente qu'elle aura éventuellement, eh bien, ça serait peut-être plus intéressant à la rente parce qu'elle aura le temps de manger le capital et voir au-delà. Après, on ne connaît pas le futur. Hein. Peut-être le partira peut-être avant moi. Jamais. Vous voyez, donc ça dépend. Il n'y a pas forcément de bon ou moins bon choix. C'est simplement, c'est quoi mon projet de vie? Voilà. D'accord? Il y en a qui vont dire, ben moi je sors en capital parce que je vis pendant mes 10 premières années bien, je vais faire des voyages et autres, après Inch'Allah pour la suite. D'autres, ils sont un peu plus prévenants, ils disent, bon, ben voilà. Bon. Dans le cas de décès, la rente rentre pas dans la pension d'inversion. Ça dépend le choix de la rente que tu auras choisi. Si c'est une rente viagère, ben, tu décèdes, ben, c'est terminé. Ouais. Le capital ira à la solidarité nationale. Ouais. Si tu as pris une rente garantie ou une réversibilité, là, ça est différent. Hein, on va le voir ça avec l'article 83. D'accord? La fiscalité, ben, c'est le fameux millefeuille à la française. Le PERCO date de 2009. Eh bien, les sommes que j'ai versées en 2009, ben, toute plus-value sera taxée à 12,1. En 2011, ça sera 13,5. Et depuis janvier 2018, à 17,2. Donc en 2014, Hollande,
qui était président à l'époque, avait dit oh, c'est bien compliqué pour les Français, donc on va annuler tout ça, on met tout à 15%. Comme ça, on ne s'embête pas dans les calculs. Sauf qu'on n'a pas le droit de retoquer. Il est interdit de faire une loi rétroactive. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était sous le régime de Vichy. Vous voyez, on n'était pas encore à ce moment-là. Donc, nos énarques ont réfléchi, c'est pour ça qu'on veut supprimer l'école. Ils ont un peu trop réfléchi. Ils ont trouvé une autre astuce. Ils ont dit, ok, avant le système, je ne peux rien y faire. Les Françaises et Français n'étaient pas au courant de la loi. Maintenant, ils sont au courant de la loi. Donc, je fais un arrêt d'image au 1er janvier 2018. Je regarde votre capital. EG Perco, par exemple, j'avais 40 000 € de capital. Eh bien, à compter de janvier 2018, toute nouvelle plus-value de ce capital-là sera taxée au taux en vigueur, mais au moment de la sortie. Exemple, 1er janvier 2018, donc 40 000 € d'épargne, je fais de la plus-value, je sors en 2020 et le taux est passé de 17,2 à 20%, eh bien toute mon épargne, mes plus-values seront taxées à 20% depuis janvier 2018. Et là, j'ai contourné la réglementation et là, tout le monde est au courant. Donc tout ce qui était antérieur à 2018, c'est le fameux millefeuille, mais à compter de janvier 2018, toute nouvelle plus-value du capital sera taxée au taux de la sortie. Pareil pour le PEG, fiscalité de l'épargne salariale. Les cas de déblocage, acquisition de la résidence principale, ce n'est pas la primo-accession, c'est autant de fois. C'est-à-dire, je suis embauché aujourd'hui, j'ai acheté, demain je mute, je vends, je rachète, c'est un cas de déblocage. D'accord? Le surendettement, l'invalidité et le décès. C'est pour ça qu'on parle plus d'acquisition que le reste, parce que le reste c'est un peu tristounet. Alors certains avocats m'ont dit, ils divorcent, non? Bah si, en effet, qui se coule, parce que vous serez en surendettement. La valeur du PERCO, donc j'ai pris ce matin, j'ai vite fait mes tableaux, donc au 6 septembre, c'est la dernière valeur qu'on peut avoir aujourd'hui, si vous prenez votre smartphone, vous regardez. Vous avez les différents caps, donc long terme, horizon 2038, 34, 30, 26, 22, défensif, ISR. Ici, vous avez l'indice de risque. L'indice de risque, c'est de 1 à 7. 1, c'est peu risqué, 7, c'est très risqué. Je prends l'exemple, l'indice 7, vous avez les actions EDF. Je ne vous fais pas le dessin du risque, pour ceux qui en avaient. Je rappelle le livret A et la fameuse phrase « Les performances passées ne préjugent pas les performances futures ». Ça, c'est bretelle et ceinture. Avec ça, je suis tranquille, je peux continuer par les rendements. Donc, vous avez la valeur liquidative au 6 septembre. Je rappelle que toutes les parts ont été créées en 2009 à 15 €. Sauf 2034 qui a été créé en 2014 et 2038 qui a été créé en 2018. D'accord? Mais à 15 € aussi. Donc, vous comparez avec ça. Vous avez donc la performance, vous avez la valeur de la part depuis le début de l'année, l'année 2018 qui a été un peu catastrophique surtout le dernier trimestre, l'année 2017 et l'année 2016. Vous vous souvenez en 2009, je vous avais dit que soit c'est moi qui décidais de risque que je voulais émettre et donc j'allais sur le cap long terme, soit je prenais la gestion dite pelotée 2022-2026, soit je sais comme 80% des moins de 35 ans, je me mettais sur le défensif. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, je suis passé de 15 € la part à 37, plus 140, 150%. Si j'avais fait la gestion pilotée, je serais passé de 15 à 26, 29, entre 80 et 100%. Et si j'avais fait comme 80% des moins de 35 ans, je serais passé de 15 à 16 €, plus 11%. Donc vous voyez, il n'y a pas de perdant, simplement entre plus 11 et plus 140, vous voyez. Il y a matière à discuter. Concernant le plan d'épargne retraite, le nouveau plan d'épargne retraite qui va se mettre en place suite à la loi Pacte. Normalement, à partir du 1er octobre 2019,
les banques vont pouvoir proposer un plan d'épargne retraite collective qui va regrouper le PERCO que nous avons aujourd'hui et l'article 83. Mais si on regroupe, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je verse 1 000 € sur le PERCO, je ne peux pas y déduire des impôts. D'accord? C'est interdit. Demain, comme c'est la même poche, eh bien, ça sera déductible du brut imposable. Par contre, si je prends cet argent à la sortie, je le réintègre aux impôts. Je ne gagne pas sur les deux mêmes tableaux. Que là, aujourd'hui, certes, ce n'est pas déductible des impôts à l'entrée, mais si je sors en capital, ce n'est pas réintégrable dans les impôts. Deuxième chose, l'article 83 n'est pas un cas de déblocage, notamment pour l'acquisition de la résidence principale. Et comme demain, ça va être tout dans la même poche, eh bien, si j'accède à la résidence principale, je pourrai débloquer les versements volontaires uniquement de l'article 83. Les cotisations dites obligatoires, je ne pourrai pas les récupérer. Ça, c'est les assureurs qui ont gagné de ce côté-là. D'accord? Tout versement volontaire, je peux reprendre en argent. Les cotisations, je ne pourrai pas les reprendre. Pour mettre en place ce nouveau système, il faut qu'il y ait une négociation d'entreprise au niveau de la branche, entre autres. Donc c'est pour ça que j'ai un peu écrit à droite à gauche pour savoir où on en est dans les réflexions. Ce qu'il y a, c'est que à compter de 1er octobre 2020, les banques ne pourront plus proposer le PERCO et l'article 83 qu'on connaît aujourd'hui, donc devront rentrer dans le nouveau système. Et nous, on a jusqu'en octobre 2021, comme il se veut dire, pour intégrer le nouveau système. Donc on a entre octobre 2019 et octobre 2021 pour faire les discussions et rentrer et proposer, vous proposer le nouveau plan d'épargne retraite, le nouveau système. D'accord? Donc, nos militants, il faudra qu'ils soient attentifs à l'évolution. Donc j'ai écrit déjà à nos représentants pour qu'ils questionnent RTE, pour savoir sur l'article 83 qu'est-ce qu'on fait, et sur le PERCO, au niveau de la branche, pour savoir, parce que nous on est un accord de branche, de groupe EDF, donc de voir qu'est-ce qu'on fait aussi à ce niveau-là. Donc à terme, on n'aura plus de PERCO, plus de RSR, on aura un PER, c'est ça? Voilà. RTE, quoi? Groupe. Ouais, groupe, ouais. Voilà. D'accord. Sur lequel on aura les versements obligatoires du RSR d'aujourd'hui. Les cotisations obligatoires Ouais. et puis les versements volontaires qui sont sont déductibles D'accord. du brut imposable, Ok. au même titre que l'article 83 aujourd'hui. Il y aura des évolutions intéressantes malgré tout. Donc sachez-le, gardez-le à l'esprit que ça pourra évoluer. Eh bien ça, c'est le PERCO que vous avez depuis 2009. Vous voyez, il y a quand même des choses intéressantes à faire. Sur l'histoire de la baisse de 2018, quand on abordera le PEG, je vais vous raconter une petite histoire. D'accord? Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Et surtout, au moment du départ à la retraite, ces avoirs deviennent disponibles. Mais attention, si vous n'avez pas ouvert de PERCO et que vous partez à la retraite, l'aventure s'arrête. Vous ne pouvez pas ouvrir un PERCO durant votre retraite. Il faut l'ouvrir avant. Et là, les avoirs restent disponibles.